Bonsoir Anthony et bienvenue à nouveau sur ce château 3 ans après. Ça y est, c'est bon. Bonsoir, ça va bien. Est-ce que tout va bien du côté du château de Dampierre, puisque je crois que tu y es actuellement? Là, j'y suis de ce château avec toi. On doit voir une vidéo normalement sur l'évolution. Alors c'est vrai que ce qui est un peu particulier quand on a une restauration en cours, c'est que c'est comme pour les enfants, on les voit pas grandir. C'est un petit bout chaque jour et on se rend pas très bien compte du parcours réalisé. Et c'était assez sympa de faire cette vidéo avec toi l'autre jour. Parce que justement, on a pu reprendre vraiment les photos du avant et puis on a fait le après et on a pu justement faire toute cette construction et on arrive à voir. Et je suis assez content. J'avoue que c'était une des vidéos les plus satisfaisantes pour moi parce que ça permettait de voir un peu le parcours effectué et le chemin et les étapes faites et les travaux réalisés. Parce qu'on oublie au fur et à mesure les choses qui ont été faites. Et comme tout n'est pas encore fini, on a toujours la sensation d'être au milieu d'un chantier. Et on n'a pas cette sensation de plénitude et de se dire: «Ah, c'est fini», même si je pense que on l'aura vraiment jamais cette sensation de plénitude. Mais quand même, on pas avoir un tractopelle au milieu de la cour, c'est toujours agréable. Donc voilà, il me tarde de voir la vidéo. Anthony, est-ce que tout est bon? Pas du tout. Je te vois, mais je ne t'entends pas. Activation du micro, peut-être Et là. Ouais, là, je crois que c'est bon. ah, super! Voilà, on est bon, on est bon. Et bah, très bien, bah, écoute, on va commencer. Je vais te poser quelques questions posées par les participants. D'abord, pourquoi des chevaux? Est-ce une passion? Est-ce que vous montez? Ou est-ce que c'est juste que vous souhaitez avoir des chevaux proches de vous, etc. Ou un projet de centre équestre? Il faut vraiment être mordu pour faire ce genre de truc. Parce que clairement, je suis cavalier depuis que je suis tout petit. Je monte à cheval depuis que j'ai 6 ou 7 ans et je faisais même un peu de concours et c'était une passion commune avec mon papa. Donc c'était rigolo, on a commencé l'équitation en même temps et pendant que je faisais du poney, lui évidemment faisait pas du poney parce qu'il était très grand d'ailleurs, il l'est toujours et lui, c'est presque devenu son métier puisqu'il est, entraîneur, il est instructeur d'équitation maintenant. Il est à la retraite, de son métier, d'avant et il continue d'enseigner l'équitation, il donne des cours, régulièrement et donc l'équitation a toujours été, un véritable sujet et souvent comme les, activités et les passions de quand on est jeune, on les perd après avoir fait ses études et on n'y revient jamais et je voyais toujours des copines de ma mère qui disaient: «Ah le piano, j'en ai fait quand j'étais petite et puis après j'ai arrêté avec les études et les enfants, puis j'ai jamais repris, c'est le regret de ma vie» et j'ai toujours eu ça et je me suis toujours dit que, le jour où j'aurai l'opportunité, le temps et l'argent nécessaires pour le reprendre, je m'y remettrai et la première chose que j'ai faite quand j'ai terminé mes études, j'ai fait un petit emprunt à la banque et j'ai acheté un cheval, histoire de me forcer un peu la main parce que c'était pas forcément le bon moment et depuis j'ai mon cheval, ça va faire, presque 10 ans que je l'ai maintenant, il commence à devenir un petit peu vieux et alors il était rigolo parce qu'il était gris foncé quand je l'ai eu, il était plus jeune et les chevaux gris ont cette particularité de blanchir, un peu comme moi, et là maintenant il est absolument blanc, enfin blanc. Quand il est bien nettoyé et propre, il est blanc, sinon il a plutôt tendance à être jaune. Mais oui, voilà. Donc bref, tout ça, c'était une digression pour parler des chevaux. Et les chevaux, c'est vraiment un élément très important dans ma vie parce que je continue de monter à cheval, pas quotidiennement réellement, mais au moins 2, 3 fois par semaine. Et les avoir à Dampierre, c'était quand même beaucoup plus simple, ce qui me permet justement de pouvoir les voir et de faire d'une pierre deux coups, quoi. Venir à la campagne, monter mes chevaux, enfin, c'est littéralement le rêve. Mm. Et on a donc décidé, comme j'ai une fille qui s'appelle Océane, qui est une groom, c'est-à-dire que c'était une fille qui s'occupait de chevaux de compétition, d'une cavalière olympique en Angleterre. Et c'est une fille que je connais depuis, que je connaissais depuis 15 ans, je pense, du temps où je faisais beaucoup de compétitions quand j'étais plus jeune. Et elle avait envie de faire un peu de commerce de chevaux, arrêter de travailler pour les autres et plutôt travailler pour elle. Donc, on a fait une petite société qui s'appelle Dampierre Agri Équitation. Euh, Mm.
dans laquelle il y a plusieurs chevaux, donc il y en aura 3 ou 4, qui vont être des jeunes chevaux que l'on achète avec du potentiel, qu'on rend très beau, à qui on apprend pas mal de choses. Et une fois qu'on leur a appris tous les mouvements et les exercices nécessaires à la compétition, eh bien, on les propose à la vente. Donc ça fait une petite activité économique qui permet de rentabiliser son salaire et aussi de l'avoir sur place parce qu'elle est littéralement dans le domaine, ce qui est quand même assez rassurant. Ouais, super, ça, j'étais pas au courant, c'est génial, bravo pour ça. Un très beau projet autour des chevaux. Une autre question, est-ce que vous échangez beaucoup avec d'autres propriétaires de châteaux pour savoir comment faire, etc., ou trouver de l'inspiration, éviter des erreurs, comme par exemple avec Édouard Guyot à Vaux, qui est un voisin, ou pourquoi pas les frères de Vaux-le-Vicomte, qui ont de l'expérience. Est-ce que j'échange? Alors oui, j'échange pas forcément avec ceux que tu m'as énoncés. Édouard Guillot, je le connais. On a pas mal échangé au début sur le choix de l'architecte puisque j'ai, pris le même que le sien. Il se trouve que cet architecte est un super architecte. C'est l'agence Palo, il s'appelle Guillaume Hull. Il s'est occupé de la restauration intégrale de son clos et couvert à Vaud, à côté. Enfin à côté, c'est à 45 minutes. Et en fait, j'ai choisi cet architecte-là parce que j'avais eu, quelques déboires avec un architecte un peu différent. Je vous donnerai le nom si ça vous intéresse. C'est intéressant, faut toujours le savoir. Et en tout cas, Guillaume Hull, ça se passe super bien. Il est extrêmement compétent, passionné. Alors, c'est même parfois un peu curieux parce que on oublie que c'est moi le client. Il est aussi passionné que moi. Et quand il a décidé un truc, il faut qu'on se batte un petit moment pour essayer de se convaincre l'un l'autre. Mais c'est hyper bien parce que ça permet une sorte d'émulation intellectuelle aussi. Ça me fait évoluer sur plein de sujets. Ça lui fait faire, ça le rend un peu souple sur d'autres sujets aussi. Je pense que c'est aussi bien pour l'un et pour l'autre. Et en fait, je lui fais complètement confiance. Donc, ça se passe très bien. Donc, la plupart des questions, je lui pose à lui. Et d'autant il a un diplôme, parce que c'est pas que des architectes, c'est des architectes des monuments historiques. Donc, en plus de connaître toute la technique, ils connaissent aussi l'histoire de l'art, et en particulier l'histoire de l'art de ces périodes-là, puisque c'est un peu leur spécialité. Et donc, principalement à eux, mais après, j'ai toute une série de copains châtelains, qui sont la plupart des châtelains parvenus, c'est-à-dire des gens qui ont acheté des châteaux plutôt qu'ils les ont hérités. Et aussi, je suis à la demeure historique, cette association dont le président est Olivier de Lorgéril, qui est une super association. C'est hyper dynamique. Il s'occupe de vous donner des conseils sur la fiscalité des monuments historiques. Il s'occupe, il y a toute une revue qui répond à pas mal de questions avec des sujets mensuels sur la restauration de tailleurs de pierre, etc., les assurances avec des dossiers qui sont hyper bien faits, et tout aussi une sorte de carnet d'adresses de personnes à joindre en cas de besoin. Et en plus, il nous aide un petit peu aussi sur les subventions, comment remplir ces demandes de subventions, sur toute la partie administrative. Alors, il y a d'autres associations aussi. Il y a les Vieilles Maisons Françaises, VMF. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. En tout cas, la demeure historique est pour moi est vraiment nécessaire et c'est un véritable appui hyper important. Donc, si ça fait partie de vos projets, ça fait vraiment partie des choses obligatoires à faire et nécessaires en tout cas. Très bien. Bah, tu me fais une bonne transition avec une autre question de Diane qui demande est-ce que le château est bien classé à présent et est-ce que vous recevez justement des aides, des subsides de l'État pour la restauration du château? Oui. Alors, le château de Dampierre, donc dans l'Aube, est classé monument historique. Donc, il y a plusieurs niveaux dans les classements. Il y a les inscriptions et les classements. Le classement étant le plus haut niveau de protection possible. Alors, à Dampierre, le Châtelet, qui est 15e siècle et 16e, est classé monument historique extérieur-intérieur. On appelle ça clos et couvert pour les extérieurs, c'est-à-dire toiture, façade, fenêtre, toutes les menuiseries, mais également à l'intérieur, c'est-à-dire, vous avez vu les cheminées, les sols, les murs, etc. Ce qui fait que l'aménagement nécessite des autorisations. On ne peut pas s'amuser à mettre une salle de bain dans une pièce sans en avoir demandé l'autorisation ou faire un trou dans un mur. Ça, c'est pour le Châtelet. Le château lui-même est uniquement classé clos couvert
et salle, la cuisine et la cage d'escalier, pas le reste des pièces, ce qui nous permettra de faire un aménagement à partir du moment où on ne touche pas à la structure du bâtiment, un aménagement beaucoup plus libre. Donc finalement, c'est très bien. Mhm. Et Pardo est classé monument historique. Ça, c'était un peu curieux parce qu'il n'a pas trop d'intérêt historique, puisqu'en plus, il est 20e. Et la grille, non pas la grille qui m'a donné un peu de fil à retordre avec la dorure. La grille, c'est une sorte de grille qui ferme le Châtelet, qui n'a pas grand intérêt. Je pense qu'ils se sont plantés dans les années 20. Je sais pas, il y a une histoire de téléphone arabe. Ils n'ont pas eu l'info qu'il fallait à la fin. En tout cas, ils ont pas classé la bonne grille. Donc, une petite procédure en ce moment de classement pour la grille. Donc, on est en cours enfin, on est en train de faire ces démarches administratives, sachant que la grille a déjà été restaurée. Donc, les travaux et les fonds les frais ont déjà été payés et engagés. En revanche, l'intérêt de classer cette grille, ça sera pour plus tard, l'entretien, et puis aussi pour être certain que, si jamais s'il m'arrive quelque chose, ça peut toujours se passer, et que le château est transmis, bien, ça fera partie des éléments qui pourront être ni vendus, ni modifiés, ni changés. Et ça, je trouve que c'est quand même important. Et par rapport aux subventions, les parties classées monuments historiques peuvent, je dis bien peuvent, peuvent prétendre à des subventions de l'ordre. Alors, il y a 10-15 ans, c'était 50% des travaux. Sur les parties classées uniquement, donc façade, toiture, etc. À savoir, les travaux sont souvent beaucoup plus chers que ceux que vous feriez en faisant des devis dans des entreprises que vous connaissez, puisque ce sont des entreprises du patrimoine qui ont une sorte de certification qui leur permet justement de faire ces travaux-là, et ils sont clairement le plus du double. Donc finalement, les subventions vous permettent, si vous voulez, d'éponger le surcoût des travaux. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu différent. La DRAC subventionne en moyenne 40%, entre 30 et 40%, jusqu'à aujourd'hui. Et là, ils m'ont convoqué pour fin août. Et je pense qu'ils vont m'annoncer que ça va être beaucoup moins. Bon, et la région aussi peut subventionner un petit peu. La région peut subventionner en général 20%, mais pas sur les travaux intérieurs. Donc même si le Châtelet est classé à l'intérieur, la région ne subventionne pas. Il y a des subventions aussi que vous pouvez avoir de l'Europe, mais pas pour des propriétaires privés. Et ensuite, il y a la Fondation du patrimoine, grâce à la mission Berne, avec le loto du patrimoine. Enfin, il y a plein, et puis il y a plein de concours. Alors là, il y a plein de concours. Il y a un concours qui s'appelle Hortus pour les jardins. Il y a un concours avec French Heritage Society, qui est une sorte d'association d'Américains qui, justement, mettent un peu leurs sous dans l'entretien et la préservation de l'héritage français, ce qui est quand même extraordinaire. On ne fait pas du tout ça avec les Français font pas ça avec les Américains, mais les Américains le font avec nous. Donc franchement, chapeau. Et il y a plusieurs concours. Alors bon, malheureusement, je suis jamais vraiment lauréat de ce type de concours, même si je postule systématiquement, parce que la maison n'est pas en péril. Donc il n'y a rien qui s'effondre vraiment. Donc il faudrait peut-être que j'enlève 2-3 étais et que trois échafaudages pour voir ce qui se passe. Peut-être que là, j'aurai les subventions. Euh, ah ben non, D'accord. passe. Ouais, super, merci beaucoup pour tous ces détails. Et effectivement, la liberté sur l'intérieur du château, ça c'est quand même assez intéressant parce que d'avoir la toiture et l'extérieur qui peut être pris en charge jusqu'à 50% ou 40 ou 30, si, plus tu attends, plus ça a l'air de baisser. Après, ça dépend des régions aussi. Les DRAC, je sais qu'apparemment, ça peut varier d'une région à une autre, presque du simple au double. Effectivement, suivant le nombre de monuments. Alors, il se trouve que dans l'Aube, il n'y en a pas énormément. Alors, ils ont eu une dotation qui n'était pas si mauvaise et il n'y avait pas beaucoup de monuments à qui les donner. Donc, on a réussi à l'avoir. En plein milieu de la Normandie, je pense que c'est encore plus difficile. Après, il faut bien s'entendre avec la DRAC aussi. Mais après, il y a des gens très, très malins qui ont réussi à avoir beaucoup de subventions et qui ont réussi à faire des travaux très soutenus. Je sais que Édouard à Vaud, justement, a été hyper soutenu. Son projet a été hyper soutenu. Après, il a un projet, on n'est pas exactement au même niveau. Alors, c'est vrai que moi, j'ouvre pour les journées du patrimoine, j'ouvre à la visite 2 mois par an. Il y a des visites régulièrement organisées. Il y a des classes qui viennent faire un projet pédagogique. Toutes les collèges de tout le coin viennent faire un projet pédagogique. Ils viennent tous les jeudis pendant un an et à la fin, il y a un rendu qui est assez bien d'ailleurs, c'est pas mal.
Ces gamins ont plein de bonnes idées et avec, alors je sais pas si c'est avec l'IA ou quoi, mais en tout cas, ils font des trucs que moi j'étais incapable de faire à leur âge, heu et c'est hyper bien. Et donc ça, c'est bon. C'est en tout cas, c'est le niveau de d'ouverture et d'ouverture à la et puis on fait quelques concerts aussi de temps en temps. Une fois par an, en général, on fait un beau concert. L'année dernière, on avait fait un Carmina Burana hyper bien. Il a plu, donc on est allé se réfugier dans l'église, mais il y avait une centaine de musiciens et de choristes, donc c'était assez impressionnant. Ils étaient Mhm. presque. Et ça avait été un vrai carton. Mais en parallèle, donc ça, c'est l'offre un peu culturelle de Dampierre qui dynamise un peu l'économie locale, qui dynamise un peu la culture locale et qui remet un peu l'église au milieu du village, puisque le château avait été un peu oublié. Mais après, Édouard Guyot, par exemple, a lui un projet qui est 1000 fois plus attractif d'un point de vue culturel, économique. Il emploie beaucoup de gens. Il y a des milliers et des milliers de visiteurs, ce qui n'est pas mon cas. Il y a des escape games. Enfin là, c'est devenu c'est une entreprise. Il y a une véritable, il y a un business, etc. qui se fait. Je suis pas sûr qu'il gagne beaucoup d'argent là-dessus, mais en tout cas, ça lui permet d'être soutenu par les institutions et de deux de permettre de faire des travaux incroyables sur cette baraque. Et alors, il y en a plein qui critiquent souvent, mais sachez que quand on a touché des subventions, on peut pas faire une plus-value extraordinaire en revendant sa maison. Déjà parce que en général, une fois qu'on a fait tous les travaux, on arrive à la vendre, je sais pas, on va dire un cinquième du prix dépensé d'origine. Donc, je peux Mhm. pas fou, donc on perd de l'argent. Et qui plus est, pendant 15 ans, on a interdiction de vendre le château pour lequel on a touché des subventions, sans quoi on devrait les rembourser. Donc, il ne faut pas trop écouter les mauvaises langues qui auraient tendance à dire que voilà, il refait un château, il touche les aides de l'État, après il revend, il se fait une plus-value, il s'en va. Ça, c'est pas vrai. Mhm. Mhm. Ouais, ben, c'est important de le signaler, effectivement. Et justement, mis à part le côté financier, c'est une autre question qui a été posée. Est-ce que vous participez tout de même vous-même un petit peu aux travaux de restauration ou est-ce que vous vous êtes découvert des nouvelles compétences dans la restauration, justement? Alors, justement, pour un but purement économique, c'est-à-dire pour pas dépenser plus d'argent à reprendre toutes les conneries que j'ai faites, il vaut mieux éviter. Oui, c'est ça. Très doué dans mon métier, qui nécessite mes mains d'ailleurs. Donc j'évite de les utiliser et de les mettre en danger en faisant des travaux manuels. Je sais bricoler 3 trucs, je sais changer 3 ampoules et gérer le minimum, mais je suis pas spécialement doué pour ça. Après si c'est faire un peu de manutention et là, aujourd'hui, on était en train d'installer les futures clôtures pour les chevaux, donc on a reçu toutes les clôtures en bois. Donc là, il fallait les installer, les positionner. Donc là, j'ai trimballé 500 barres de bois de 3 mètres et on les a positionnés partout. Ça, c'est pas vraiment C'est du dangereux. Donc sport, c'est la séance de sport, ça. Mm. voilà. Et je portais les barres comme ça. Je me dis, quand je pense que je suis pas un coach de sport, alors que je peux me débrouiller tout seul en faisant ça ici. Alors, Je suis pas vraiment doué pour ça. bon, ben voilà, ben chacun son rôle et c'est très bien. Et d'ailleurs, quel était le rôle, ça n'a rien à voir, mais quel était le rôle et l'origine, la fonction du badigeon rouge qu'il y avait dans Châtelet? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Est-ce que c'est vraiment un badigeon ancien ou c'est contemporain, ça? Badigeon, je pense qu'ils sont 19e. Ils aimaient mieux badigeonner parce que c'était pas mal de rajouter un peu de couleur dans ces bâtiments. Au Moyen Âge, ils faisaient pas mal de badigeons comme ça, hein. On en retrouve d'ailleurs quand vous voyez dans les églises et les cathédrales, elles étaient systématiquement peintes et badigeonnées. J'étais à la cathédrale d'Orléans hier, j'étais jamais allé d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Et toutes les petites chapelles qui sont sur le côté sont entièrement peintes. Alors là, c'est carrément peint, c'est même pas des badigeons. Et en fait, à cette période gothique et moyenâgeuse, les murs en pierre étaient peints directement sur la pierre. Et c'est ensuite, plus tard, où on a apprécié un peu plus la stéréotomie, c'est-à-dire l'organisation des pierres sur les murs. Et on a aimé le parement de pierre et le côté pierre de taille. Et donc, on a enlevé ces badigeons pour admirer justement comment était l'arrangement des pierres. Et en plus, à l'époque, carrément, ce qu'ils faisaient, ils peignaient carrément les parties en pierre et notamment les voûtes et les ogives et les clés de voûte, et il les peignait complètement, donc c'était opaque, et dessus il rajoutait des petits joints à la peinture, alors qu'il suffisait juste de rien faire et on voyait tout ça. On le voit souvent dans les églises.
Intéressant ça aussi. Et est-ce que vous restaurez dans l'esprit de plans anciens que vous avez peut-être récupérés ou de photos anciennes, ou est-ce que c'est vraiment à votre goût, lorsque vous pouvez et qu'il n'y a pas trop de contraintes liées au classement, et à votre image? Ou est-ce que vous voulez vraiment essayer de restituer comme c'était à l'époque? Alors, je fais presque 2 mètres de haut. Alors, à mon image, j'ai pas réussi à faire agrandir les portes, du Châtelet, qui malgré tout, la plupart, me laissent passer, mais il y en a pas mal qui me laissent pas passer, donc non, ça je peux pas, toucher trop de choses sur le bâti, parce que c'est classé monument historique et que les gens étaient plus petits au moment de la fabrication de ce Châtelet et qu'il faut c'est une sorte de témoignage du passé, donc on va pas commencer à modifier tout aujourd'hui, puisqu'il y a des millions de maisons aujourd'hui qui sont construites en 2025 qui pourront témoigner justement de la mode d'aujourd'hui. L'intérêt de ce Châtelet, c'est de témoigner de la mode de l'époque et de la manière de l'époque. Donc non, on ne va pas tout modifier. L'intérêt aussi de ces classements, c'est de poser des sortes de structures et des sortes de contraintes. Qu'il faut réussir à contourner d'une certaine manière pour aménager les choses modernes à l'intérieur sans pour autant dénaturer l'endroit. Et en fait, c'est pas mal parce que ça permet de réfléchir à des choses. La première fois quand je suis arrivé dans cette maison, les projections qu'on s'en fait, c'était: «Ah là, je fais tomber ce mur, là on fait ça, là on fait une allée, là on fait ci, là on met une salle de bain». Puis finalement, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont impossibles à faire parce qu'on n'a pas le droit d'y toucher ou parce qu'il y a des contraintes techniques qui font qu'il faudrait démolir le bâtiment pour réussir à faire une porte à un certain endroit. Et finalement, ça apporte un peu plus de charme et on trouve des solutions qui sont vraiment pas mal. D'où l'intérêt de ne jamais faire les travaux tout de suite en arrivant et de plutôt vivre un peu dans l'endroit. Mais ça, heureusement, l'administration et la lenteur administrative vous y incitent et vous y contraint. Mais juste pour revenir sur des photos anciennes, je me souviens d'une fois où tu avais, si je ne me trompe pas, retrouvé des sortes de catalogues anciens où tu avais en fait des photos des décors, etc. Là. Tu vas t'en inspirer, ça, ou pas du tout? Et comme le château était complètement dézingué, c'était quand même une bonne idée d'essayer de voir un peu comment c'était foutu. Donc je remettrai la salle à manger dans la salle à manger, le salon dans le salon, la bibliothèque dans la bibliothèque. On redonne un petit peu les espaces tels qu'ils étaient faits à l'origine, ça oui, donc c'est vraiment dans le respect de ce qui avait été fait, à l'époque et c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir cette documentation. Alors j'aurais eu encore plus de chance s'ils n'avaient pas tout modifié, mais bon, j'ai déjà un peu de chance d'avoir un peu de documentation. Alors je pourrais sans doute pas remettre des boiseries, Louis XV classé de Verbeek comme il y avait à l'époque, parce que je me suis renseigné, c'est plusieurs millions pour restituer ce genre de choses. Mais on fera quelque chose d'un peu simplifié dans l'esprit. D'accord. Et est-ce que, à part les graffitis, est-ce que vous avez fait des découvertes étonnantes depuis votre arrivée? Je ne sais pas, objets, peintures, ouvrages ou autres. C'est souvent la magie des restaurations, nous dit Florent. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Si, on a fait, alors globalement la maison était complètement, curée, donc il restait vraiment plus grand chose. Il y avait pas d'énormes surprises, si ce n'est qu'on a fait j'ai dû faire un endroit où j'aimerais mettre un bassin plus tard. J'ai dû faire une étude archéologique avec des fouilles. Donc on a pris les devants, on a fait ça. Ça a été fait au mois de, janvier, février, mars. Donc ils sont venus faire des fouilles. Sur le parterre nord, c'est le parterre quand vous êtes entre le château et le Châtelet, entre les 2, c'est le parterre qui est à gauche. Et quand vous faites face au château. Et à cet endroit, il y avait à l'époque la basse-cour, enfin il y avait tous les communs. Donc basse-cour, écurie, et les fermes en fait. Et ces bâtiments ont été enlevés et il y avait une cour au milieu de ce bâtiment qui était, probablement de plan carré et on a retrouvé donc en faisant, les fouilles, toutes les fondations et toutes les circulations, probablement des sous-sols de ce bâtiment qui n'existe plus. Alors je sais pas, j'ai pas eu les conclusions encore. Enfin, je sais qu'ils ont retrouvé tout ça. Je sais pas si, ils vont, décider d'empêcher, la création de ce bassin ou pas plus tard. En tout cas, voilà ce qu'ils ont retrouvé. D'accord. Ok, ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Anthony, pour toutes ces informations. Bah, il est déjà 8 heures, donc on va tout doucement conclure. Déjà, ça passe vite. Et on va laisser Anthony aller au feu d'artifice quand même. Il ne faut pas qu'il rate ça. Et d'ici là, je vais juste quand même remercier un peu tout le monde, évidemment, d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Et je remercie effectivement chaleureusement Anthony de m'avoir accueilli pour et avoir accepté ce défi de faire cette vidéo. J'espère d'ailleurs qu'elle t'a plu. Et je laisse le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin, Anthony, comme je le fais à chaque fois avec
les intervenants. Donc, je te laisse conclure et peut-être juste dire justement si tu es bien ouvert aussi aux Journées du patrimoine en septembre. Il y a eu plusieurs fois la question. Juste confirmer ça. Et puis, nous, on se retrouve le 23 pour la prochaine émission. Merci à tous. Anthony, je te laisse conclure. Olivier, pour tout ça, c'est quand même extraordinaire que tu nous permettes de nous exprimer et que tu t'intéresses à tout ça parce que c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune et que je regardais, je cherchais des informations sur le château, j'aurais adoré connaître ta chaîne à ce moment-là. En tout cas, bravo pour ça. En tout cas, pour Dampierre, c'est un sacré défi. Il ne faut pas trop y penser quand on se lance dans ce genre de choses. Il vaut mieux voir les choses à la petite semaine. On voit les choses au fur et à mesure. On a une vision globale, mais il faut prendre les problèmes les uns après les autres. Et sinon, ça devient décourageant. Et en tout cas, voilà, si vous voulez venir voir l'évolution en vrai et puis toucher ces murs comme ça, c'est pas mal. Vous pouvez le faire. Les Journées du patrimoine cette année, non, parce que je suis témoin d'un mariage. Et si j'y vais pas, ben, je ne serai pas là pour les Journées du patrimoine les années suivantes parce que je me serais fait zigouiller. Donc, je suis obligé d'aller à ce mariage. Cependant, la maison est ouverte en septembre et en juillet pour des visites. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour organiser ça. Formidable. Merci bien. À très vite pour la suite. Bye bye.